la crise sanitaire interpelle énormément la sécurité sociale à travers son service public, qui à la fois est perturbé dans son mode de fonctionnement et interpellé par nos concitoyens sur beaucoup d'aspects. Évidemment, la protection sociale est au premier rang, à côté de la protection sanitaire dans les demandes de nos concitoyens. Bien sûr, interpellation du service public, mobilisation de la protection sociale par les pouvoirs publics à travers de nombreux outils et qui bougent du reste au fil des jours, qui s'accumulent au fur et à mesure. Et puis, au-delà de ça, on voit bien que il y a tout le monde reconnaît que le monde d'après la crise ne sera pas tout à fait le même que le monde d'avant, et ça concerne aussi évidemment la protection sociale. Et nous proposons en troisième temps une réflexion autour de la protection sociale après la crise. C'est évidemment, il faut déjà effectivement maintenant surmonter cette crise, mais d'ores et déjà, ces questions se posent, interpellent fortement la protection sociale qui, évidemment, il y a avec les conséquences financières, mais pas seulement les conséquences financières qui donc sont posées. Voilà, donc c'est tout ceci qu'on a souhaité donc évoquer dans cette séance, dans cette journée avec trois séquences, donc sur ces trois points différents, le service public, plutôt la mobilisation de la protection sociale et puis la protection sociale et après. Et je laisse la parole à Julien. Je redirai juste sur le service public. Enfin, moi, je rappellerai les principes fondamentaux du service public que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité. Je pense évidemment que la situation de crise, plus que jamais, interpelle, mais aussi met en évidence la capacité du service public à répondre à ces trois exigences. Bonjour, Luc Grard depuis la Cave du Nord à Lille. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette journée, ce moment avec vous. On va essayer d'y contribuer le mieux possible. J'ai envie, Monsieur Libaud, de laisser un premier rebond sur le terme adaptabilité. On a beaucoup travaillé ici depuis 2 ans dans le cadre du plan stratégique sur le fait qu'il fallait que les 1600 salariés de la boîte prennent conscience de la nécessaire présence de l'imprévisibilité dans notre travail. Et donc, accepter l'imprévisible, c'est aussi s'adapter au changement. On a fait beaucoup de travaux là-dessus et on a la preuve actuellement, globalement, que ce qui vient de se passer est une belle preuve d'adaptation des services publics en quelques jours, on le verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour, je vais bien prendre le relais si vous voulez. Bonjour à tous. J'ai trouvé l'avis de la caméra. On est devenu très très bon à part Julien Damon, hein, dans les outils collaboratifs d'ailleurs, au passage. Non, mais bon, voilà, donc pour prendre le relais aussi de Luc, dire que moi les mots, je suis très sensible effectivement au retour, ou en tout cas au rappel des missions de notre service public, et cette période, je trouve, permet de nous incarner mieux aussi, finalement de se dire que oui, on est capable d'assurer la continuité du service public, de s'adapter et de prouver la valeur de notre service public en tout cas. Et c'est aussi un élément important pour le management interne d'ailleurs, de valoriser l'utilité sociale de nos métiers, ce que l'on fait. On est un acteur, nous sommes des acteurs, je crois, clés aussi aujourd'hui autour de la coordination de nos partenaires. On pourra y venir, hein, je pense. Voilà, donc valoriser ça et dire aussi que ça crée de la fierté en tant que dirigeant, de la fierté aussi pour nos personnels, je pense, qu'ils l'expriment assez bien. Et que cette fierté dans la période, quand on est aussi un peu capitaine de navire, il faut l'entretenir justement et jouer là-dessus. Voilà, donc j'aurai aussi des témoignages si vous le souhaitez sur ça. Moi, en ce moment, en fait, on travaille sur le pendant aussi et sur le rythme de croisière, et notamment sur finalement un peu manager en terre inconnue. On a travaillé sur ce sujet-là. Là, on va livrer d'ailleurs, si l'N3S est intéressé, un petit guide et manager en terre inconnue. On a préparé notre voyage, alors il n'était pas préparé. Maintenant, on trace notre route et on conduit l'expédition. Voilà, si je file la métaphore, et du coup avec le plus d'agilité possible, un véhicule léger aussi pour pouvoir manœuvrer forcément et aussi se projeter. Voilà.
Je vais prendre la suite. Donc, Christelle Poignard, directrice de la Caisse primaire de Vendée. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas reprendre les propos de mes collègues précédemment. Moi, je voulais juste dire que la signature, j'en faisais part hier à mes collaborateurs dans le cadre d'un courrier que je leur écrivais particulièrement, que la signature institutionnelle de l'assurance maladie, agir ensemble, protéger chacun, s'illustrait parfaitement dans ce contexte de crise. Et c'est vrai que, on va dire, à la différence peut-être de mes autres collègues sur les autres branches, je pense que la branche maladie joue un rôle particulier pour accompagner l'ensemble des Français dans cette crise sanitaire. Et moi, je pourrais vous faire peut-être part de mon expérience sur la mise en place des centres Covid en Vendée. Alors, même si, entre guillemets, on a la chance, nous, à ce jour encore, de ne pas être impacté par la crise, mais c'est toute une opération sur laquelle il a fallu faire preuve d'agilité, de réactivité. Donc, ce sera peut-être le point particulier que je développerai avec vous si vous en êtes intéressé. Merci bien. Voilà, bonjour, Emmanuel Gouault, directeur de la CARSAT du Nord-Est. Voilà, donc je ne vais pas reprendre aussi tous les propos qui ont été tenus, juste dire qu'en ce qui concerne la CARSAT, eh bien, nous, on a 3 métiers différents, le service social, les préventeurs et la retraite, qui vivent différemment cette crise. Voilà, et donc ça, on pourra aussi peut-être en parler. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste des intervenants extérieurs? Pierre, non? Non. Julie. Alors, Pierre est à nouveau déconnecté, semble-t-il, et Julien, par contre, est de retour. Julien. Absolument. Je suis désolé, j'ai eu un problème avec mon ordinateur qui a explosé à cause de Teams. Enfin, me voilà, on s'en fiche. Donc, on a entendu nos capitaines agiles de caisse, qui sont nos témoins et nos personnes en responsabilité. Donc, on remercie pour réagir à ce qui va être présenté dans la matinée et en début d'après-midi. Il y a donc 3 groupes qui, chacun d'entre eux, vont nous présenter les résultats de leurs travaux qui ont été réalisés dans l'urgence, en télétravail compliqué, avec des thèmes extrêmement colossaux. Je vous propose que nous débutions sans attendre par le premier groupe qui, lui, va incarner le ministère des Affaires sociales pour nous présenter ce qu'a été la réaction, la réactivité du service public de la sécurité sociale. Donc, ils vont avoir la parole dans 25 secondes, car je reprécise le programme. Après la présentation et la discussion qu'ils feront, nous aurons un deuxième groupe qui, lui, incarnera, en souriant quand même, le HCFIP pour nous présenter ce qu'a été les SCET en temps continu, le recensement des actions sur le plan non pas du service cette fois-ci, mais du produit, protection sociale, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui s'annonce aussi en termes de financement. Alors, les exercices ne seront pas aussi précis que ce qui peut être souhaité par la pureté académique, mais ce n'est pas du tout ce qui était demandé là. On a voulu des ordres de grandeur et des synthèses qui sont didactiques, vous verrez ça. Et puis, en début d'après-midi, on aura un troisième groupe plutôt sur des questions plus prospectives et de scénarios. Voilà, donc ce que je propose, c'est que nous passions la parole au ministère des Affaires sociales, qui a 15-20 minutes pour nous présenter la mobilisation du service public de sécurité sociale. Et après sa présentation, nous avons un temps de discussion-réaction, notamment avec nos capitaines agiles de caisse. En théorie, ils peuvent prendre la parole, la main, et nous présenter leur super PowerPoint que j'ai regardé hier. Alors, je vais effectivement commencer à prendre la parole, mais avant, peut-être préciser que nous sommes 4 personnes qui allons intervenir sur ce premier sujet. Le Premier ministre que j'incarne, le ministre de la Santé, le ministre de l'Action sociale et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Que du beau monde. Voilà. Thomas, je crois que tu projettes le support, sauf erreur. Oui, effectivement, je vais lancer le partage d'écran. Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Les mesures que nous avons dû prendre pour y faire face présentent un caractère tout autant exceptionnel. En effet, c'est la première fois qu'un confinement généralisé est mis en place en France.
C'est dans ce contexte particulier que je souhaiterais mettre l'accent sur les enjeux que représente cette situation pour les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont confrontés à un défi de taille et doivent à ce titre fournir un effort intense. En effet, ils doivent d'une part garantir le maintien de leur mission, alors même que le contexte de confinement rend cette continuité de service extrêmement complexe. Il s'agit notamment d'assurer l'ouverture et la liquidation des droits en temps et en heure, alors même que l'organisation de travail doit être totalement revue et que la préservation de la santé des agents est évidemment une priorité. Ces organismes, d'autre part, dans un contexte de limitation des déplacements et d'arrêt presque total de l'économie française, subissent une pression supplémentaire du fait d'une augmentation importante de la demande sociale. Cette pression se manifeste de plusieurs manières, à la fois par le caractère inédit de l'accompagnement des acteurs économiques qu'il faut mettre en place. L'objectif ici est de contribuer à la préservation de l'emploi. Ainsi, au 8 avril, la branche recouvrement comptabilise près de 280 000 demandes de délai de paiement. Il y en avait moins de 20 000 le 2 mars. Par ailleurs, 530 000 entreprises de moins de 50 salariés, 220 000 entreprises de plus de 50 salariés, mais aussi 460 000 travailleurs indépendants n'ont pas été en mesure de payer leurs échéances récentes et sont donc potentiellement éligibles à un report. Malgré le manque à gagner que cet accompagnement représente, le réseau des URSSAF œuvre donc de façon certaine aux côtés de toutes les entreprises. Cette pression se manifeste également par la gestion d'une augmentation massive du volume des demandes de certaines prestations. Nous avons pu constater entre le 30 mars et le 5 avril près d'1 million de téléconsultations facturées à l'assurance maladie, soit une croissance de plus de 11%, contre moins de 1% avant le confinement. Par ailleurs, au 1er avril, près de 3 millions d'indemnités journalières en lien avec le Covid-19 ont été payées. Cela représente un tiers du total des indemnités journalières. Enfin, cette pression se manifeste également au niveau de la gestion d'un assouplissement exceptionnel des conditions relatives à l'ouverture de certains droits. Il s'agit ici de soutenir davantage les plus fragiles. Et je fais notamment référence au renouvellement automatique de certaines prestations qui nécessitent habituellement des démarches préalables pour des situations de fin de droit ou encore de difficile accès au numérique. Ainsi, malgré un contexte fortement dégradé, les organismes de sécurité sociale doivent répondre pleinement à la demande sociale et de ce fait jouer leur rôle d'amortisseur en temps de crise. Ils en démontrent leur pleine capacité au regard des moyens qui ont été déployés, dans le total respect de nos valeurs fondamentales. Sur ce dernier sujet, je laisse la parole à Monsieur le ministre de la Santé. Je tiens à remercier Madame la Première ministre pour cette intervention. Je vais donc maintenant déployer les principes qui ont gouverné l'action de la sécurité sociale face à ce coronavirus. Et ces principes s'ancrent évidemment dans l'action de continuité du service public et les valeurs même du service public. Ces trois grands principes sont donc la continuité du service public, la mutabilité de celui-ci, notamment au vu du Covid-19 et des réactions que le service public a dû engager pour assurer la continuité du service, et l'égalité de traitement entre l'ensemble des assurés sociaux. La continuité du service public a été rendue possible grâce à la mise en télétravail d'un très grand nombre de salariés au sein des organismes sociaux, ainsi qu'une priorisation des missions que ces salariés doivent effectuer, avec également des reports de tâches entre différents travailleurs au sein des services. Également, les téléservices qui ont été déployés durant de nombreuses années en amont de la crise ont permis cette continuité du service public, à l'instar du traitement automatisé qui se déploie de plus en plus au sein de nos caisses de sécurité sociale. La mutabilité du service public a été également mise en avant avec deux missions qui se sont ajoutées aux missions de la sécurité sociale en temps normal. C'est bien évidemment en premier lieu la lutte contre le coronavirus. On pense par exemple à la branche vieillesse qui a facilité le cumul emploi-retraite des personnels soignants, mais également au régime social agricole qui a été en amont et dans la prévention des risques socio-professionnels auprès des volontaires qui ont rejoint la force de travail agricole pour maintenir nos capacités de production.
Le soutien à l'économie durant ce temps est identifié comme un temps de guerre a été important, notamment au travers, on en a parlé, du report d'encaissement des cotisations, mais également du soutien aux partenaires, que cela soit des partenaires sociaux, comme les établissements recevant des enfants, comme les crèches, mais également les établissements de santé, avec un maintien déjà prévu par le gouvernement des financements des établissements de santé durant cette crise, même en cas de lit vide. On doit également insister sur l'égalité de traitement, notamment par rapport aux téléservices, chaque usager et chaque assuré n'ayant pas les mêmes capacités, des déploiements de lignes téléphoniques spécifiques avec une aide aux démarches dématérialisées ont été lancés afin de réduire au mieux possible la fracture numérique dans ces temps, compliqués au vu de certains assurés. Je vais donc maintenant laisser la parole au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie pour que celle-ci nous déploie les moyens qui ont été mis en place dans les organismes de sécurité sociale pour répondre à ces principes. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, l'ensemble des caisses nationales, du régime général, de la mutualité sociale agricole ou encore des régimes spéciaux se sont attelés très rapidement à travailler sur une sécurité et une efficacité d'action durant cette crise par une mise en place du télétravail, mais également une sécurisation des logiciels durant cette période de télétravail, par une récupération des postes fixes dans certaines caisses, également par une mise en place de roulements de connexion, de plages de travail spécifiques pour que chacun puisse travailler afin d'éviter les coupures réseau. Ce pragmatisme permanent nous a amené également à aménager certains outils qui ne permettaient pas de récupérer l'ensemble des pièces de nos bénéficiaires et ainsi d'assurer une continuité de transmission de leurs droits et de gestion de leurs dossiers. Cette efficience s'est également retrouvée dans l'anticipation des flux entrants actuels et à venir selon la durée de la crise, puisque la continuité des droits s'inscrit actuellement, mais également dans les semaines et les mois à venir. Cette organisation refondée sur le télétravail et la gradation des tâches a été fondamentale et inéluctable. Cela supposait des mesures en faveur des entreprises, mais également un maintien du niveau des prestations sociales pour les bénéficiaires actuels et également une anticipation des besoins qui pourraient advenir pour des personnes qui se retrouveraient dans des situations difficiles aux suites de cette crise. Notre organisation a voulu garantir la sécurité, mais également être à l'écoute de chacun des bénéficiaires. Alors cela en sécurité, en privilégiant les courriels et les services en ligne, puisque la sécurité physique s'entend aussi bien pour les assurés que pour les salariés. On le voit également par cette surconsommation de téléconsultations qui concerne l'ensemble des caisses primaires. Le télétravail nous interroge également sur ce travail collaboratif qui nécessite des outils désormais, avec l'achat de matériel informatique et également l'extension des capacités informatiques pour éviter ce que l'on rappelait plus haut, les coupures réseau qui sont un réel fléau durant cette crise prolongée. Au-delà de ce télétravail, on a une priorisation des activités pour apporter une aide rapide et simplifiée au plus grand nombre. On pense également à la création de procédures spécifiques pour certains publics, comme on le rappelait, le renouvellement automatique sans pièce justificative de certains droits, également des procédures simplifiées pour les rapatriés de l'étranger. On pense également à la mobilisation forte des agents sur ces activités prioritaires et les plus sollicitées. Cette priorisation d'activités permet de remobiliser certains collaborateurs sur des services d'autant plus sollicités, notamment les plateformes téléphoniques ou alors la gestion de certains dossiers particuliers. Les salariés sont donc engagés à vos côtés et à nos côtés par cette nouvelle organisation, par des réunions 100% visio, également dans tous les processus de gouvernance. Chacun doit être en sécurité, ce qui nécessite également d'œuvrer sur un management à distance renforcé, avec des WhatsApp créés par processus de production, par des webinaires, des foires aux questions à destination des bénéficiaires et des salariés, des extranets également qui se sont redéveloppés pour mettre en valeur finalement l'importance de cette communication au plus près et au quotidien de chacun, pour une information simple et finalement tout au long de cette crise.
ce qui nous permet également de réfléchir sur l'accélération de l'utilisation de ces outils innovants, ce qui permet de mettre en lumière certaines impossibilités de fonctionnement de certains logiciels. On a vu par exemple sur le logiciel Eptica qu'on n'arrivait pas à joindre des pièces jointes, alors même que finalement les rendez-vous physiques n'étant plus possibles, il fallait bien trouver une parade. La sécurité également des visioconférences a posé problème dans cette période de télétravail, ce qui amène à des réflexions finalement aujourd'hui, mais également pour le futur, et également pour rester connecté. On le voit, puisque cette gestion des stocks est importante dans chacune des caisses. Il faut gérer, continuer à donner les droits à chacun des bénéficiaires, mais il faut également communiquer sur l'avancée des opérations, sur les délais de traitement, sur les cas particuliers à régler. Donc cette connexion se fait sur ce point, mais également sur le maintien des liens entre agents. Des semaines de télétravail, ce n'est pas forcément évident. Donc on cherche à maintenir les liens entre les managers et les agents, mais également entre les agents. On a vu des challenges connectés se mettre en place, notamment dans les URSSAF, avec ce challenge « Préparez-vous à bouger », également des groupes de soutien avec des communautés ensemble plus forts, ce qui permet de nous faire réfléchir sur l'après de cette crise, puisqu'on voit actuellement la réactivité et l'engagement de tous les collaborateurs, ce qui s'illustre pour beaucoup par un maintien de la performance des organismes, qui permet également de réfléchir sur l'anticipation des besoins à venir, car la situation est double. On a actuellement moins de pièces qui rentrent dans nos services, donc moins de dossiers à traiter. On voit que les flux entrants ont été divisés par 2 dans la branche famille. Pour autant, on peut également se poser la question de combien de pièces vont arriver par la suite. Est-ce qu'il y aura toujours autant d'entrain et de volonté des agents si cette crise vient se prolonger pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et ce qui nous amène à réfléchir finalement sur l'après-crise, l'après-Covid, repenser notre activité. Il faudra bien sûr récupérer les activités qui ont été dépriorisées, certaines grosses réformes. Il faudra également communiquer sur la reprise normale du versement des prestations, puisque les contrôles pour l'accès aux droits ont été réduits, également sur la récupération des indus. Il faudra penser à une reprise progressive, car les difficultés individuelles vont perdurer à la suite de cette crise, travailler sur des échéances de paiement, afin que les personnes ne se retrouvent pas dans des situations encore plus complexes. Également une réflexion sur l'extension du télétravail à la suite de ce confinement, pour reprendre progressivement le rythme de travail normal, tout en sécurité pour nos agents ainsi que pour nos bénéficiaires. Assurer également, tirer les conséquences de cette période exceptionnelle, puisqu'on voit que la performance se maintient. Et également, on a vu l'agilité de tous ces salariés dans l'obligation pour tout le monde de travailler en télétravail, et de montrer que celui-ci a marché et a permis une continuité à tous de leurs droits. Je laisserai maintenant la parole au ministre de l'Action et des Comptes publics pour reprendre finalement l'action de l'ensemble des services publics au sein de cette crise. Bonjour à tous. Oui, effectivement, la collaboration entre les organismes de sécurité sociale et les opérateurs du service public est essentielle en cette période de crise inédite que nous traversons. Elle s'illustre de plusieurs façons. Avec les services fiscaux, tout d'abord, pour soutenir les entreprises en difficulté du fait de l'arrêt de l'activité de nombre d'entre elles. Un certain nombre de mesures d'urgence, et nous y reviendrons dans la conférence de presse suivante, ont été décidées. Donc, afin le versement des cotisations et des impôts. Ça implique une forte mobilisation des équipes du réseau des URSSAF afin d'accompagner les entreprises, notamment. Une autre forme de collaboration est à souligner, celle entre le ministère de l'Action et des Comptes publics, la DGFiP et la COS, notamment au travers d'échanges organisés avec les internautes, sous un format inédit, puisque diffusé en direct sur les réseaux sociaux, et qui ont permis d'aborder plusieurs sujets d'importance, le déclenchement d'un état de crise sanitaire, les conditions pour bénéficier du chômage technique, par exemple, ou la situation des auto-entrepreneurs face, notamment avec, par exemple, l'aide de 1 500 €. Le Pôle emploi, troisièmement, intervient en complémentarité dans cette crise avec les organismes de sécurité sociale, avec
il faut le souligner, le maintien d'une organisation qui permette de maintenir une activité en back-office, puisque les lignes d'accueil et de rendez-vous ont été adaptées avec le déploiement de canaux numériques et téléphoniques. Et puis, on l'a dit, on y reviendra, l'allongement de l'indemnisation des demandeurs d'emploi afin d'assurer les revenus de l'assurance chômage en cette période difficile. Ensuite, alors que les prestations versées par les CAF l'ont été de manière anticipée début avril, nous soulignons les efforts importants menés par le réseau de la Poste, qui a ouvert plus de 250 agences supplémentaires pour permettre d'assurer le versement, pas le versement, pardon, mais le retrait en espèces par ses clients des prestations sociales, puisque c'est environ 1,5 million de bénéficiaires qui se déplacent chaque mois dans les bureaux de poste pour le retrait en espèces de leur allocation. Et puis, pour terminer, n'oublions pas les maisons France Service et les maisons de service au public qui relaient les informations des opérateurs, y compris les informations des organismes de sécurité sociale, puisque un certain nombre d'entre elles restent ouvertes et reçoivent des appels ou des emails des usagers. Voilà, en conclusion, nous souhaitions insister sur cette complémentarité entre opérateurs du service public, car la coordination de l'ensemble de ces acteurs permet un niveau de fonctionnement du pays et d'assurer la continuité du service public et en tout cas la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Parfait. Donc, c'est Julien Damon. J'en mets même ma caméra, comme ça vous pouvez me voir. Madame le Premier ministre, messieurs les ministres, Madame la directrice générale, tout ceci était certainement de qualité. Et je propose, sans que vous puissiez forcément tous les entendre, que toutes les deux promotions qui sont ici réunies vous applaudissent. Donc moi, je le fais dans mon petit coin pour dire que ça a travaillé. Il y a plein de points de débat que vous avez amenés. Ce que je propose pour notre discussion, c'est, après avoir entendu les membres du gouvernement, il y a même des gens qui applaudissent, je le fais moi aussi, on est deux, c'est parfait. Après avoir entendu les membres du gouvernement, ça c'est pour sourire, de passer la parole au directeur de l'EN3S, qui puisse nous dire un petit mot de réaction à ce qu'il a entendu, et après au directeur d'organisme, ces capitaines agiles, donc pour qu'ils nous disent d'abord, d'une part, leur réaction à cette présentation du gouvernement, et d'autre part, leurs observations et analyses sur la situation difficile qu'ils gèrent concrètement actuellement. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, Dominique, peut-être de première réaction à ce que vous avez entendu dans cette conférence de presse. Moi, ça va être très rapide. Je pense que les élèves ont bien cerné, donc effectivement, la mobilisation des organismes. Peut-être dans les réactions des directeurs, peut-être regarder la relative hétérogénéité des branches. Alors, à la fois, toutes les branches ont été interpellées, je crois, et ça, vous avez grand mérite de le dire. En fait, je ne vois pas une branche qui pourrait dire ça ne me concerne pas, je ne suis pas dans le coup et tout ça. Enfin, tout le monde a été interpellé, évidemment, sur la réorganisation des modes de travail et tout ça, mais aussi sur les prestations, tout ça. Donc, oui, mais sans doute avec quand même en termes de production, des éléments très, très hétérogènes. Pour la branche famille, vous avez évoqué des flux de production qui sont plutôt ralentis, des flux entrants plutôt ralentis. C'est pas le cas sur la branche maladie, mais Christelle Toineuf, je pense, le dira mieux que moi. Donc voilà, aussi il y a une vision commune effectivement de la protection sociale et puis peut-être aller sur un certain nombre de différenciations dans l'interpellation du service public dans la période. Peut-être aussi dans les réactions des caisses. Peut-être une difficulté, on en a beaucoup parlé déjà d'adaptabilité. Un des sujets sans doute complexes, c'est que les mesures même gouvernementales, on le reverra dans le deuxième groupe, mais elles sont forcément ajustées en permanence. Donc il y a aussi cette adaptabilité à des mesures qui elles-mêmes évoluent très fortement, qu'il faut peut-être effectivement vouloir aussi regarder pour voir effectivement ce que ça demande. Voilà. Mais autrement, moi, j'ai pas d'autres
remarque. Et puis, je souhaiterais aussi effectivement qu'on puisse entendre des élèves qui étaient en stage. Et alors, on a parlé beaucoup de sécurité sociale, mais et c'était la demande. Je rappelle qu'on avait aussi des élèves en stage en ARS, et je pense aussi que ça serait quand même bien effectivement d'élargir un tout peu le spectre, parce qu'effectivement, il y a évidemment la demande vis-à-vis de la protection sociale, mais tout le monde est bien conscient qu'il y avait la demande prioritaire, la première, c'est sur le système de santé lui-même, sa capacité de réponse, et les ARS étaient aussi en première ligne, et je pense que ce serait bien d'avoir un peu aussi un petit éclairage des stagiaires ARS. Parfait. Ce que je propose, c'est qu'on débute donc par les réactions de nos directeurs d'organismes invités, et ensuite par les réactions compléments des élèves, notamment ceux qui étaient en stage en ARS. Et là, je laisse les dirigeants d'organismes de sécurité sociale se bousculer pour prendre la parole les uns après les autres. Si vous voulez, je veux bien démarrer, mais on tournera au fur et à mesure, si vous êtes d'accord. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Julien. Oui, vraiment, en quelques mots. Alors, du coup, j'ai compris que le sujet, c'était de témoigner et pas de revenir forcément sur la présentation, mais qui était très complète. Peut-être juste pour reprendre donc un peu ce que disait Dominique Libaud, enfin, juste dire effectivement que le premier... dans la question de l'adaptation, il y a un sujet de méthode en fait et de phase. Voilà, donc c'était insister sur ce phasage que je pense qu'on a tous rencontré, forcément d'une phase de gestion d'urgence ou mobilisation directe d'un PCA, et donc savoir si le PCA finalement là fonctionnait ou pas, aux actes réflexes à mettre en place. Après, à la phase clé en fait de la stabilité des connexions et de notre organisation autour des quotas, de l'équipement des équipes, etc. D'ailleurs, au sein même du réseau famille, les directeurs ont pris des options qui pouvaient être différentes entre les personnels sur site, les personnels en télétravail, le fait de mettre tout le monde en télétravail. Et ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que les branches elles-mêmes, entre elles, n'ont pas fait la même chose. Voilà. Je prends l'exemple concret ici, on est en plus en union immobilière, on se retrouvait avec l'URSSAF qui n'était plus là tout de suite du jour au lendemain, et donc ça crée aussi dans le pilotage d'une caisse des impacts aussi collatéraux internes, en fait, puisque chacun se regarde, en fait, et les personnels et les organisations syndicales se posent la question de pourquoi à côté tout le monde est parti alors que chez vous il reste encore des personnes. Donc ça, c'est plus une illustration, un témoignage. Deuxième peut-être élément clé aussi à dire, c'est que dans cette période-là, justement, un des gros enjeux, c'est aussi et ça je l'ai moins entendu un peu du point de vue national, mais l'enjeu de la coordination partenariale, en fait, c'est-à-dire comment on se coordonne de manière rapide et on anime des réseaux aussi, d'abord entre partenaires institutionnels et au-delà, autour justement de la gestion des urgences sociales, de la détection des publics et justement de l'impact des mesures prises de simplification, parce qu'il y a aussi un vrai sujet qui n'est pas que la téléprocédure, qui est aussi la simplification, puisque d'un coup, on se retrouve à pouvoir coproduire des informations, à ne pas avoir besoin de toutes les pièces justificatives, ce qui est d'ailleurs aussi un sujet pour l'après, en fait. On voit en miroir le poids dans l'activité aussi de la maîtrise des risques, qui est nécessaire, mais on voit que du coup, ça explique probablement pourquoi, en tout cas dans la branche famille, on a aujourd'hui des résultats de production qui sont excellents. Mais cette coordination partenariale, elle est incontournable. Voilà, donc là aussi, témoignage de ça. On a installé, en tout cas, par exemple, dans le Var, ces temps de coordination, protection sociale, intégrant Pôle emploi, le conseil départemental, la DDCS aussi, on travaille sur nos segments. Donc ça, c'était un deuxième témoignage. Et troisième peut-être, pour ne pas être trop long, mais il y a aussi un enjeu particulier de la question aussi de l'appui aux partenaires. Donc chaque branche doit être concernée avec ses partenaires. Que nous, c'est effectivement moins les employeurs que l'ensemble, plutôt l'économie en fait sociale et solidaire, que ce soit les crèches, que ce soit les accueils de loisirs, que ce soit les associations autour de la parentalité, les centres sociaux. On voit d'ailleurs en creux aussi comment ces acteurs-là se mobilisent ou pas. On a des vrais sujets d'ailleurs de trous dans la raquette, alors que c'est dans ces moments-là aussi que les parents ont besoin, par exemple, d'être soutenus. C'est dans ces moments-là aussi que les enfants de personnel prioritaire ont besoin d'être accueillis et gardés. Et donc, ce qui est intéressant pour la branche famille, c'est que ça la positionne très fortement dans ce rôle d'intermédiation entre l'offre et la demande, vraiment, qu'elle est beaucoup mieux reconnue, comme par
par hasard monenfant.fr devient un site essentiel que le gouvernement promeut là où pendant très longtemps il était en concurrence avec Massigogne de Pôle emploi, avec d'autres. En fait, c'est assez intéressant de voir ça d'ailleurs, hein, en termes de positionnement. Et ça appelle quand même pour l'après de nouveau à la question du service public de la petite enfance. Enfin, très clairement, c'est aussi ce rôle-là qui revient. Et j'en arrête là, ça reflète aussi un sujet sur finalement le soutien à une économie, un soutien à l'emploi, en tout cas on soutient une économie de la famille à travers ces structures. Il y a de l'emploi qui est en jeu, au-delà de notre rôle d'amortisseur social. Donc ça, je voulais quand même le porter assez fortement, avec peut-être aussi une nuance, mais qu'on a mis dans le fil, hein, qui est sur la poste quand je passe du coq à l'âne. Mais voilà, je crois que dans la situation de production aussi qui est très bonne aujourd'hui, certes, mais une distribution très erratique du courrier, très partielle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui rentre et ce qui sort. C'est pas tout à fait neutre. Ça appelle aussi des choses sur les positionnements des acteurs d'ailleurs. Voilà, donc je voulais juste nuancer un peu ce point-là. Voilà, donc j'ai pas été complet, mais donner ces quelques éclairages pour commencer, quoi. Parfait. Alors, je fais un peu l'homme orchestre, mais simplement pour passer la parole à Pierre Ramon-Ballier pour une réaction URSAF. Je pense que vous m'entendez bien, mais je m'en assure quand même. Oui. Ouais. D'abord, bravo aux élèves, effectivement, pour la présentation qui était ramassée et tonique. Deux témoignages peut-être, hein, pour prolonger et pas redire ce qui a été dit, avec simplement quand même un sujet sur lequel je tiens. Je partage effectivement l'intervention de Julien sur la fierté que nous pouvons avoir sur le professionnalisme de gestion de nos organismes, sur la période, personne n'en parle, hein, dans la presse, qui est très focalisée, et on le comprend, sur le système de soins, donc etc., les hôpitaux, mais je trouve qu'il faut en tout cas bien mettre en évidence donc tout ce qui se passe. Moi, je voudrais peut-être porter le zoom sur deux sujets non évoqués. D'abord, dire que si on a été en capacité de s'adapter à cette vitesse-là, c'est aussi parce qu'il y a quelque part la rançon de 20 ans de politiques qui ont visé, en tout cas c'est particulièrement clair et vrai pour la branche recouvrement, mais je pense que c'est très partagé, à des évolutions lourdes dans le domaine notamment des services en ligne, notamment des évolutions d'obligations de dématérialisation. Et donc, à grand renfort de loi de financement de la Sécu et de COGE, les organismes se sont modernisés. Je pourrais en dire autant sur les virages qui concernent les accueils, notamment au guichet, donc, etc., pour privilégier le rendez-vous, parfois tout faire pour que les cotisants, en ce qui concerne la branche recouvrement, ne se déplacent pas. Et tout ça, ça permet effectivement de tenir la route par période de tempête, quoi. Alors, c'est ce qui explique notamment pour les URSAF la capacité d'avoir maintenu un vrai service public pour les cotisants. Ensuite, il y a l'interne, et j'en dirai un mot, mais parce qu'on capitalise tout ce qui a été fait et qui marche plutôt bien. En d'autres termes, les services fonctionnent, les échéances se jouent, et nous sommes en capacité de déployer toutes les mesures d'accompagnement. Je confirme qu'il change au quotidien, surtout sur le sujet de l'action sociale pour les travailleurs indépendants et son articulation avec le fonds de solidarité qui est géré par la DGFiP. Tout ça change tout le temps. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, et je pense que les élèves doivent avoir ça en tête, c'est aujourd'hui c'est possible parce que ça fait 20 ans qu'on travaille à nos évolutions et à la modernisation de la façon dont nous mettons en œuvre le service public. Deuxième chose, dans le même temps, et c'est lié, cela crée de nouveaux défis, de nouvelles fragilités. Il est bien évident que si désormais nous sommes en capacité d'assurer la mission de service public dans ces conditions-là, ça nous fragilise énormément du point de vue de la sécurité de nos données, l'accès à nos données. Comme vous le savez, les systèmes informatiques de la protection sociale dans leur tout, hein, font l'objet d'attaques au quotidien. En tout cas, je peux vous dire que c'est vrai pour la branche recouvrement. Donc, ça crée de nouveaux défis sur le sujet de la façon dont nous gérons les données et la façon d'y accéder et de les protéger.
Dernière chose, pour ne pas être trop long, je confirme la forte demande des partenaires et la forte demande des entreprises et des travailleurs indépendants d'être rassurés. Or, dans ces périodes-là, le fait de rassurer des personnes qui sont donc inquiètes pour l'avenir, donc etc., passe nécessairement par le rétablissement de relations directes humaines, c'est-à-dire ce sont des sujets d'écoute, de compréhension et de consignes qu'on va te donner pour permettre d'envisager donc l'avenir dans un contexte où l'incertitude fait qu'on travaille jour le jour et on est encore dans l'incapacité de se prolonger un peu donc, sur moyen terme. Le moyen terme, là, c'est déjà quelques mois et c'est déjà pas mal, quoi. Voilà juste quelques petits rebonds en miroir de ce que Julien a dit et les élèves. Ok, merci pour l'URSSAF. Alors, on a la chance d'avoir les différentes branches. Je ne sais pas si une CARSAT ou une CEPAM veut réagir. Oui, je veux bien prendre la suite de mes collègues. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a un point commun entre les différentes interventions, notamment sur l'aspect interne, c'est qu'on a eu tous à cœur de vouloir protéger nos collaborateurs en développant le télétravail. Alors, pour l'expérience qui est la mienne, celle de la Caisse primaire de la Vendée, on avait la chance d'avoir commencé le télétravail il y a plus de 5 ans. C'est vrai qu'on a pu, si je compare par rapport à d'autres organismes du réseau au sein de la branche maladie, être rapidement opérationnel sans que ça bouleverse trop les habitudes de travail. Puisque on a même du coup profité de cette expérience pour que les nouveaux télétravailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont devenus télétravailleurs malgré eux, puisqu'ils n'étaient pas dans les vagues antérieures, puissent bénéficier de par, on va dire, du coaching avec des télétravailleurs qui, eux, bénéficiaient d'une expérience précédente. La limite du télétravail, c'est vrai que ça a été évoqué tout à l'heure un peu par rapport avec les élèves. C'est déjà la question de la soutenabilité de notre système informatique, puisque je ne vais pas vous cacher qu'on a eu 2 jours un peu difficiles la fin de la semaine dernière au niveau du réseau assurance maladie, puisque nos VPN se sont un peu écroulés, si je reprends l'expression de notre directeur général. On a une capacité en théorie, on était monté à 32 000 VPN et la semaine dernière, on a tourné en fin de semaine à 15 000, un peu moins de 15 000, entre 15 et 18 000. Donc c'est vrai que des collaborateurs qui étaient potentiellement mobilisés mais qui ne pouvaient pas travailler avec un côté frustrant. Sur le côté télétravail aussi, il faut regarder ceux qui ne sont pas en capacité de télétravailler. Et moi, j'ai une attention particulière en tant que directrice de l'organisme parce que c'est ceux qui sont en dispense d'activité. Alors, qui est en dispense d'activité concrètement? C'est qu'une fois, avec le comité de crise, qu'on a défini les processus prioritaires, eh bien, il y avait des gens qui n'étaient pas en capacité de pouvoir télétravailler, soit parce que les connexions VPN ne nous étaient pas allouées suffisamment en nombre, soit parce que l'autre pouvait parfois leur faire défaut et c'était les exposer à un risque, on va dire, plus important de les laisser seuls face à une charge de travail qu'ils n'arriveraient pas à prendre en compte que de les laisser, entre guillemets, sans activité. Donc nous, au niveau de la Caisse primaire de la Vendée, c'est vrai que on a un taux de 23% de salariés qui sont en dispense d'activité. Et on a tout un débat à avoir sur comment on les mobilise, puisque, entre guillemets, ils le vivent à l'insu de leur plein gré, malgré eux, mais pour autant, ils ont un rôle à jouer dans l'organisme et notamment dans la gestion de cette crise. Donc, si malheureusement elle se poursuit, cette crise, on est en train de voir comment développer des tâches qui ne mobilisent pas forcément on va dire, des connexions informatiques avec peut-être un retour parfois sur site pour reprendre des gestions des dossiers. On pense par exemple au contentieux ou autres, voilà, ces sujets-là. Alors, sur la spécificité, c'est vrai que tout à l'heure je le disais, cette crise, de par son caractère sanitaire, je trouve que la branche maladie joue un rôle particulier, sans vouloir minimiser évidemment le rôle des autres branches. Mais tout d'abord, il a fallu, nous, à l'inverse, on a vu un flux s'accroître, notamment par rapport à nos arrêts de travail
qu'il a été créé des arrêts de travail dits dérogatoires, c'est-à-dire des arrêts de travail qui n'étaient pas jusqu'alors connus, sans ces arrêts de travail pour garde d'enfants, les arrêts de travail pour personnes vulnérables, pour conjoints de personnes vulnérables. C'est vrai qu'on a eu un afflux important, ce qui fait que même si la situation en termes de continuité de service, on rend un service relativement satisfaisant dans les délais qui sont habituellement les nôtres. C'est vrai que sur les indemnités journalières, je ne vais pas vous cacher que on est peut-être un peu plus, on va dire, en difficulté, sachant que par nature, au regard de la période à laquelle la crise a commencé, on est toujours en fin grippe début mars en termes de gestion des arrêts de travail, auxquels se sont ajoutés évidemment ces nouveaux arrêts de travail. Il a fallu, moi je le disais aussi en tant que directrice de la caisse primaire, qu'on mette en place en lien avec les médecins référents sur les secteurs de garde en Vendée, les centres Covid. Ça, c'est quelque chose qui nous a particulièrement mobilisés. Alors moi, personnellement, plus davantage, et c'est là où je trouve que moi, quand on sera amené à faire un bilan de la crise en tant que tel, on a renforcé notre partenariat avec les médecins de par on va dire, notre crédibilité, montrer comment on était en capacité de répondre à leurs attentes. Concrètement, les centres Covid, souvent, ils se sont créés à partir de rien, d'une centre municipale ou d'un gymnase qui ont été mis en place sur un territoire, sur des territoires. Donc, pour la Vendée, il y a 14 secteurs Covid, et de voir comment l'organisation des médecins s'est mise en place pour assurer des permanences tout au long de la journée, le week-end évidemment, en lien avec le SAMU, en lien avec le 15, avec la régulation. Et il y a vraiment une belle dynamique, je trouve, qui s'est mise en place entre l'ensemble des médecins. Et j'ose espérer que cette dynamique sera, on va dire, fructueuse pour nos partenariats futurs. Donc ça, c'était vraiment un point que je souhaitais souligner, puisque, à titre anecdotique, je n'avais jamais pensé créer un groupe WhatsApp avec 16 médecins avec lesquels on interagit et de façon quasiment tout au long de la journée, voire tard parfois dans la nuit, puisque maintenant ça commence à se calmer, mais tout ce qui a été cotation, téléconsultation, la consultation aussi par téléphone, ça fait énormément débat, puisque dans un premier temps, elle n'a pas été acceptée, puis finalement, on peut faire de la consultation par téléphone tout en étant côté comme une téléconsultation. Donc, on a progressé ensemble et c'est vraiment, je trouve, un point qu'il faudra, on va dire, valoriser en sortie de crise. Voilà. Bien, merci beaucoup Christelle. Je pense qu'il serait heureux d'avoir maintenant un témoignage du côté CARSAT, témoignage qui nous était promis tout à l'heure. Voilà, écoutez, bonjour et bravo effectivement au travail fait par les étudiants. Je vais juste peut-être compléter un petit peu les propos de mes collègues avec des problématiques un peu CARSAT. Si je reprends ce qu'a abordé Madame Poineuf sur effectivement les collègues qui télétravaillent et d'autres qui ne télétravaillent pas, c'est vrai que c'est déjà un point d'alerte dans la caisse. Déjà se créer un petit peu des comparaisons, surtout là quand il va falloir gérer les congés, les annulations de congés, etc. Donc là, on a une vraie vigilance à avoir avec les IRP sur la gestion de l'après et de remettre un petit peu une unité dans nos équipes. En plus, en CARSAT, on a fait pire puisqu'on a trois métiers. Donc je rappelle, le service social, les préventeurs et la retraite. Et on a été amené dans certaines CARSAT à prendre des matériels portables, par exemple des préventeurs, des contrôleurs de sécurité, pour les donner aux agents de la retraite. Donc du coup, certains ont pu dire, il y a des métiers plus importants que d'autres. Alors on nous a pris notre matériel de travail. Maintenant on dit qu'on ne peut pas télétravailler parce qu'on nous a pris nos matériels. Donc là on a un vrai sujet de management. Un autre sujet aussi qui va être qu'on est déjà en train d'aborder au niveau de la branche retraite notamment, ça a été un petit peu évoqué par Monsieur Orlandini sur un peu les pièces justificatives, c'est le après. On est déjà en train de travailler au niveau des organismes sur comment est-ce qu'on va faire l'accueil demain, quelle bonne pratique on a pu déployer là en urgence et
quelle certification on ne va pas retenir. Voilà, donc ça, c'est des vrais enjeux. Et même au niveau de la relation du front office, on l'a vu fleurir partout là, dans les commerces, par exemple, des gigaphones quasiment. Ça peut remettre en cause vraiment même toute une politique d'accueil et de précaution. Autre témoignage aussi que je voudrais porter, où là, les branches sont vraiment au cœur de la solidarité, c'est par exemple pour la branche retraite, l'action sociale. Avec la mission de Jérôme Gage, donc, qui a été missionné pour réfléchir sur comment accompagner les personnes âgées vulnérables aujourd'hui. Et là, dire que la branche retraite et l'action sociale de la branche retraite est un acteur important. Avec notamment des campagnes d'appels sortants pour les publics fragiles. Et en ce qui concerne ces appels sortants, eh bien là, on peut faire participer à la fois les personnels d'Action sociale vieillesse, mais aussi les assistantes sociales ou les secrétaires médico-sociales donc de la branche maladie, et aussi, et ça c'est important de le souligner, tout notre réseau d'évaluateurs des besoins des personnes âgées à domicile. Donc, par exemple, à la CARSAT de Nancy, j'ai un GIE interrégime, donc qui a à peu près 25 évaluateurs à domicile. Et donc, toutes ces personnes font aujourd'hui beaucoup de phoning et beaucoup d'accompagnement de nos publics en lien avec les SAD notamment. Et en parlant des SAD, dire qu'effectivement, comme ça avait été évoqué pour la branche famille, la branche retraite, là, se pose beaucoup de questions sur le soutien économique de tout le secteur déjà fragilisé de l'aide et des soins à domicile des personnes âgées. C'est un secteur qui était déjà en souffrance. On en entend beaucoup parler en ce moment, parce que beaucoup de personnes âgées sont confinées, doivent être aidées, et les structures d'aide et soins à domicile ont moins de personnel, et se pose aussi la question de la protection des personnels. Donc, comment économiquement la branche retraite va aider ces structures déjà fragiles, c'est un sujet donc d'attention très important et sur lequel on se mobilise. Dernier point aussi, peut-être pour rappeler la mission et le rappeler aux élèves de l'EN3S, là, le cœur du métier, ou le cœur du métier futur, c'est la gestion de la production. Et c'est vrai qu'on a été quand même amené là à vraiment déployer notre professionnalisme, et ça, Pierre l'a rappelé, de réorganisation de la production. Par exemple, nous, on était polyvalents avec des agences retraite. Eh bien, on s'est constitué en pôle virtuel sur les typologies principales. On a reconstitué autrement notre front office avec des web rendez-vous, des rendez-vous par téléphone, une accentuation des équipes sur les mails. Donc ça, c'est du basique, hein, toutes les branches l'ont fait. C'est du basique, mais c'est là où on a vraiment mobilisé tous nos managers sur le terrain. Voilà ce que je pouvais peut-être dire en complément. Parfait, merci beaucoup, notamment de souligner combien ce qui est au cœur du métier, c'est la gestion de la production. Luc, je ne sais pas si tu nous entends. Oui. Ben le voilà. Donc, présent, merci Julien. Parler. Tu m'entends bien? Oui, oui, et tout le monde t'entend bien. Alors, pardon, je ne fonctionne qu'avec une tablette et un smartphone actuellement, et la fonction caméra a disparu ce matin de la tablette, donc il n'y a que le son, mais c'est le principal. Tout d'abord, merci aux élèves d'avoir très bien synthétisé, avec chacun son regard effectivement complémentaire fonctionnellement, cette actualité à la fois sur les enjeux et les résultats de la protection sociale. Je pense que vous avez fait vraiment une synthèse passionnante, extrêmement efficace. Grand merci, et ça fait du bien de vous entendre. Deuxième chose, pour commencer par une plaisanterie, on est très fiers dans le Nord d'avoir réussi une première mission il y a déjà un mois pour préserver l'avenir de la sécurité sociale, c'est-à-dire contribuer à l'exfiltration de notre stagiaire de direction de N3S qui était chez nous. Mais ça, bien sûr, c'est une plaisanterie. Plus sérieusement, j'ai envie d'échanger avec vous en complétant plutôt avec un regard sur la gestion interne, pour compléter par tout ce qui a été dit par les collègues, mais avec un petit focus sur notre management. L'enseignement qu'on en tire ici, c'est que c'est un formidable exercice de crise et un formidable exercice managérial. Et le fait de se sortir du confort, alors non pas du confort quotidien, mais du confort du quotidien, amène notamment tous les managers et tous les salariés en général à faire preuve d'une très grande bonne volonté, d'une très grande réactivité et d'une capacité à prendre des décisions très rapides. Donc, troisième contribution, j'ai sélectionné le mot arbitrer.
Ce qui a été passionnant pour nous depuis un mois maintenant, et même un peu plus, parce que quand je reprends l'historique de la com interne, tout ça avait commencé formellement vers le 2 mars ici. Je fais une parenthèse, j'enverrai à Madame Valette un petit peu de documentation qui pourra servir aux élèves après en off pour illustrer la gestion de la boîte depuis le 2 mars. Hein. Et quand je dis arbitrer, ben c'est par exemple illustrer le fait que tout a commencé à s'accélérer. Il faut vraiment le revivre juste après le discours d'Emmanuel Macron, un certain jeudi soir 12 mars à 20h30. En gros, je vous garantis qu'à partir de ce moment-là, j'étais en déplacement à l'extérieur. La gestion de l'information a été d'une densité absolument folle, y compris pendant le week-end. Donc, arbitrer, ça a consisté par exemple à se dire dès le vendredi 13 qu'on avait une énorme tension à l'accueil et fermer provisoirement nos accueils tout en disant à notre directeur national que c'est une mesure exceptionnelle qui ne serait pas prorogée le lundi, parce que le vendredi 13, il n'était pas encore question de fermer nos accueils. Pour autant, lundi matin, cellule de crise mise en place à 7 h du matin et décision à 8 h 30, vu tout ce qu'on avait entendu pendant le week-end, avant même le deuxième discours d'Emmanuel Macron, de fermer tous nos accueils dans le Nord. Et autre élément d'arbitrage et de la capacité des caisses à la réactivité dans la prise de décision, et je crois que c'est vraiment absolument passionnant, on avait une décision à prendre qui était de dire est-ce qu'on garde les salariés, une partie, la totalité, rien du tout. Et ici, dès le lundi, donc 16, une partie du personnel ne le croyait pas d'ailleurs, on leur a dit partez chez vous ce soir avec vos ordinateurs sous le bras pour ceux qui n'en ont pas encore en travail nomade quelconque. C'était tellement énorme que certains ne l'ont pas cru, il a fallu le répéter. Et donc, malgré l'incertitude institutionnelle qui a duré une semaine, parce que la CNAF s'est bien battue d'ailleurs sur les canaux informatiques, on a renvoyé le 16 au soir tous les salariés chez eux, avec une petite prise de risque, avec un leitmotiv qui était dans l'incertitude, on les protège, et on se prépare très vite à organiser le télétravail, ce qui a très très bien fonctionné. Donc, ce qui peut être intéressant à se souvenir pour les élèves, c'est partager avec eux la densité folle d'informations qu'on a eu à gérer pendant cette période, la nécessité d'être capable d'oublier nos méthodes de fonctionnement habituelles. Et Julien, tout à l'heure, et je me permets d'insister aussi sur le sujet, on l'a dit déjà à Vincent Mazoric, cette période de crise est peut-être l'occasion de démontrer qu'on n'a pas besoin de tout ce carcan de procédures diverses qui est infligé à la sécurité sociale depuis plus de 10 ans maintenant, qui est nécessaire, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour la survie des caisses et du service public, et que l'un des enseignements qu'on pourra avoir derrière, c'est de regarder comment on a été capable de gérer au moins aussi bien les caisses de sécu, avec un peu moins de procédures, un peu moins de maîtrise des risques, un peu moins de processus, etc. Pour terminer cette première contribution, du point de vue des CAF, si je reviens à l'offre de services, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en corollaire effectivement d'un tassement des entrées d'informations venant des usagers, qui nous permet grandement de nous remettre à jour, il y a une densité extraordinaire, comme dans toutes les branches, j'imagine, de mesures nouvelles tous les jours, notamment en matière d'action sociale. Le gouvernement, et c'est normal, produit des décisions à mettre en œuvre très rapidement, et l'ingénierie de cette mise en œuvre est très, très, très gourmande et très chronophage, très mobilisatrice pour les managers de l'action sociale, de l'agence comptable, mais aussi pour tous leurs collaborateurs. J'avais oublié une chose dans ce préambule ou cette première intervention. Ce qui a été très important et particulièrement passionnant dans ce moment-là, c'est de rassurer nos collaborateurs en étant avec eux tout d'abord sur une promesse d'information totale, permanente, complète, transparente et authentique, et de faire en sorte qu'ils voient après que rien ne leur a été caché. Et on a commencé comme ça le 2 mars. Et ça a été très profitable, avec des remerciements publics, y compris des IRP. Et on est sur un registre maintenant où j'ai le sentiment qu'on peut demander beaucoup, beaucoup de choses à nos collaborateurs. Et on continue à les rassurer. Et vous avez évoqué les uns ou les autres plein d'expériences. On en a une ici qui est passionnante. On a créé un Teams avec 1500 salariés. On va même y ajouter d'ici 10 jours un café philo et des interventions d'un psychosociologue ou anthropologue sur les questions de parentalité par petits groupes de 10 salariés. Et le défi qu'on est en train d'essayer de forger, c'est que la cohésion de la communauté CAF dans le Nord soit plus grande à la sortie de ce confinement qu'elle ne l'était avant le confinement. Parfait. Merci beaucoup, Luc, pour cet autre témoignage sur les grandes transformations en cours et les grandes transformations à venir. Je propose maintenant que les élèves eux-mêmes puissent chacun réagir. D'abord, ceux qui étaient en stage en ARS. Et là, la parole est libre. Hein. Il y a 70 participants. Je ne peux pas en choisir un au hasard.
Est-ce qu'il y a des élèves qui étaient en stage en ARS là? J'ai vu Christophe Lecoeur, non? Ah ben voilà, Dominique regarde là, le directeur général Oui, regarde oui. qui est là. Eh ben, très bien, Oui, on oui. vous écoute. Alors, en effet, merci de Monsieur Libaud, j'étais en stage à l'ARS Bretagne et qui plus est au sein de la cellule de crise au moment où le phénomène Covid s'est installé en Bretagne, notamment avec la région du Morbihan qui était fortement touchée dès le départ. Alors, en fait, par rapport à mon témoignage, en fait, il y a deux, trois choses qui sont assez importantes à dire. Donc, que ce soit surtout au niveau de la gestion de la crise en elle-même, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan de la gestion en interne au niveau de l'ARS, au même titre que les autres organismes de protection sociale, pour la gestion, on va dire, des ressources et sur la continuité de service. Alors, dans un premier temps, sur l'aspect sanitaire, très rapidement, les ARS, bien évidemment, avaient, par le biais des épidémiologistes et notamment de Santé de Public France, bien compris que l'épidémie allait être un phénomène de longue durée et avec des conséquences et une gestion très complexe. Il faut savoir que les ARS ont des simulations qui sont faites de temps en temps donc pour gérer une crise sanitaire, mais elles étaient plus, on va dire, sur un modèle gestion de type attentat. Sur des périodes, on va dire, assez courtes où il faut mobiliser très rapidement des moyens plutôt que sur une gestion à de longue haleine. Et à partir de ce moment-là, il y a une chose qui s'est retrouvée, enfin qui a été assez compliquée, en tout cas à mettre en place au départ, c'était la gestion au niveau des partenaires, notamment que ce soit dès qu'il a fallu gérer les problématiques d'arrêt de travail, travailler en collaboration avec l'assurance maladie, puisque c'était une collaboration toute nouvelle, avec une problématique pour les ARS qui était importante, c'était celle de ne pas avoir de plateforme de service à proprement parler sur la relation, on va dire, publique. Et à partir de ce moment-là, il a fallu créer en toute urgence une plateforme téléphonique avec les bonnes volontés de l'agence. Et tout cela en coordination avec les grands acteurs, que ce soit donc l'assurance maladie, mais aussi, par exemple, l'éducation nationale ou les préfectures. Dans ce sens, il a fallu aussi travailler, bien évidemment, et ça a été quelque chose qui était très fort en termes de pression avec les services préfectoraux, mais aussi les élus. Et c'est là aussi que l'articulation a été assez compliquée à mettre en place dès le départ avec les délégations départementales des agences régionales de santé qui ont un poids territorial très fort et un contact très fort avec les élus et évidemment les établissements. Donc il y a ce côté aussi partenarial qui était prégnant. Et sous un autre aspect, bien évidemment, la complexité dès les premiers jours, c'était donc de gérer les demandes de la cellule de crise des établissements hospitaliers, mais aussi médico-sociaux, mais aussi de tous les professionnels de santé établis sur le territoire, qui étaient désœuvrés et désarmés par rapport à la situation, le 15, le SAMU notamment dans un premier temps. Et par la suite, avec le confinement, il y a eu des modifications très importantes sur les pratiques et des consignes qu'il fallait donner régulièrement. Donc ça veut dire aussi des relations quotidiennes avec les préfets, des relations quotidiennes avec la Direction générale de la santé et aussi avec un partenaire qui était plutôt nouveau, c'est celui des médias, où il a fallu composer avec une forme de transparence, mais en même temps essayer de garder une réserve pour éviter de lancer des polémiques ou de lancer on va dire, des craintes d'autant plus avérées par la suite. Alors, il faut savoir que la cellule de crise et l'ARS en amont pouvaient pratiquement anticiper à 3 semaines, un mois, ce qui allait arriver, ce que le grand public allait découvrir par la suite. Donc sur le plan mental, en termes de charge mentale, c'est quelque chose aussi qui est très important à gérer, et c'est là où je vais en arriver sur l'aspect interne, sur la gestion de la crise, c'est qu'il a fallu donc assurer la continuité de cette cellule de crise qui fonctionnait de 8h à 21h. Je me souviens que je faisais l'ouverture à 8h et je clôturais à peu près, oui, vers 21h en ce qui me concerne. Et il fallait la gérer aussi 7 jours sur 7, ce qui n'était pas si facile, avec des effectifs qui, par le biais donc du stade 3, faisaient que le confinement réduisait la capacité à pouvoir faire appel à des ressources. Donc en interne, il a
tout un système de répartition des ressources et de gestion des ressources à proprement parler, tout en pouvant garder justement cette faculté à pouvoir répondre à l'ensemble des professionnels de santé qui étaient vraiment dans une urgence absolue en termes de masques ou sur les services de réanimation, sur l'ouverture de nouveaux lits. Sinon, donc, comme pour les autres organismes, bien sûr, la gestion du télétravail, la gestion aussi de la continuité des missions, des autres missions de l'ARS. Ça pouvait paraître anecdotique, mais il y avait aussi mais il y avait aussi cette notion, on l'a entendu parler tout à l'heure, de pouvoir garder un cap aussi sur les objectifs à atteindre au niveau santé, niveau santé publique, autre que sur cette crise qui sont propres à l'ARS, sur des problématiques, on va dire, d'environnement, par exemple, où il y a encore des choses très importantes à suivre tous les jours. Et ce qui était hyper intéressant aussi, c'était de voir spontanéité, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, Monsieur Grard, c'est cette spontanéité, cette disponibilité de l'ensemble des effectifs de l'agence pour permettre justement d'être disponible et d'apporter sa contribution face à la fatigue qui était très forte au jour le jour. Ce qui est aussi là où il y a un point de vigilance au niveau des ARS, c'est ce contre-coup par rapport à cette forme d'hypertension, d'hyperactivité qui va durer, qui va s'inscrire dans la durée, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Et là, il va falloir être très vigilant sur les aspects retour à domicile, mais retour aussi à une activité on va dire, en alternance avec la crise elle-même, parce que chacun il y a des métiers complètement différents. Et par rapport à tout cela, il va y avoir une vigilance sur la suite et sur la gestion de la suite des ressources. Ça aussi, c'est un point important au niveau des ARS. Alors voilà, j'ai essayé de faire un petit panel global. Je ne sais pas si j'ai pu apporter quoi en la matière. Je me permets de réagir rapidement pour dire merci beaucoup. Et pour souligner un petit point que j'ai mis dans la conversation de réunion, c'est que l'année dernière, lorsque nous préparions ces travaux, avait été évoqué le fait de regarder un peu ce qui se passait avec les médias, les élus et les services de l'État. Ce que vous avez parfaitement ramené ici, donc très bien. Ce que je propose maintenant, c'est si d'autres élèves souhaitent réagir, en particulier pour critiquer les travaux du premier groupe, par exemple, ou rebondir sur les expériences des dirigeants, on a un tout petit peu de temps, autant le prendre. Le temps que l'un ou l'une d'entre vous se saisisse de cette occasion, je dis un truc pour les trois groupes, je l'ai mis dans la conversation de la réunion. On a travaillé, vous avez travaillé d'ailleurs, par conférence de presse, 3 conférences de presse, et par un communiqué de presse. Et ce qu'on vous a demandé, j'ai vu que vous aviez tout bien préparé pour vos 3 communiqués de presse, ils sont terminés de votre point de vue, mais vous avez un peu de temps jusqu'à la fin d'après-midi pour les revoir, mais vraiment marginalement, pour intégrer, pour donner un peu de chair, intégrer donc les observations, les expériences des dirigeants. C'est pas du tout pour les citer, etc. Là, hein, c'est pour dire, bon, concrètement, sur le télétravail, sur le management interne, sur les enjeux actuels et les enjeux à venir, vous avez de la matière incarnée, encore plus de matière incarnée qui vous a été apportée ici. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole? Je précise que ce n'est pas obligatoire. Si personne ne veut prendre la parole... Ah, un jeune élève, je crois que c'est Dominique Libaud. Oui, enfin voilà. Bon. Éventuellement, moi je voudrais juste rebondir et peut-être aussi pour que certains directeurs ou autres puissent réintervenir. Il y a un thème qui a pas mal été évoqué, c'est de dire, enfin, bon, d'abord je note un point, c'est de dire, bien sûr c'est dur, mais en même temps, voilà, c'est hyper motivant aussi. Enfin, j'ai noté que cette motivation, effectivement très très forte des directeurs, de leurs collaborateurs, et voilà, tout ce que peut nous enseigner aussi cette période, avec le fait que on réagit aussi d'autant mieux qu'effectivement on a quand même préparé des choses, mais que aussi donc cette période pour le service public lui-même, elle est certainement porteuse d'enseignements pour la suite. Ça a été évoqué par beaucoup. Alors, a été évoqué notamment le sujet des processus, donc de dire, bon, qu'est-ce qu'il faut maintenir ou pas. Donc, certains disant, bon, finalement, on est libéré pendant cette période d'une certaine lourdeur des processus, il faudrait peut-être en garder un petit peu de cela. Ça, moi, je veux bien aussi éventuellement prolonger cette conversation. Puis, deuxièmement, et peut-être
aussi le rôle des organismes et modifications par rapport au rôle même des organismes, et notamment la notion d'intermédiation a été évoquée. Je pense notamment à Julien Orlandini, à Christelle Poineuf, en disant oui, on voit avec acuité dans cette crise quel rôle on peut jouer d'intermédiation, et demain il ne faudra pas oublier ça et être encore plus présent. Et ça me semble évidemment tout à fait intéressant que la crise mette en exergue ce rôle d'intermédiation des organismes. Enfin, voilà, les uns et les autres peuvent un peu rebondir là-dessus. Enfin, moi je trouverais intéressant, voilà, comme piste, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit pour le service public de demain, quoi. Alors, nous avons là une grande question et très importante pour l'avenir de ce qui va, pour le contexte de l'avenir de nos organismes. C'est une question qui travaille beaucoup depuis longtemps d'ailleurs. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir maintenant alors? Oui. Peut-être les directeurs d'organismes. Essayer, oui. Quelques mots rapides, Julien. Deux apports. Le premier sur processus et tutti quanti pour préciser ou pondérer ce que je disais tout à l'heure, qui ne se voulait pas provoquant. Le principe est le suivant. La sécurisation est absolument nécessaire et utile, mais c'est peut-être l'occasion de revenir à un poids pondéré de la sécurisation. Je donne juste une illustration. Quand en pleine période de crise, nous venons de vivre les échanges avec nos chères caisses nationales qui font leur job autour de la certification des comptes et de gérer des observations un peu à la noix qu'un directeur ne comprend pas toujours tellement elles sont techniques de la part de certains auditeurs, c'est une illustration complète du fait qu'il y a des choses qu'il faut arriver à cesser en profitant de cette occasion pour y réfléchir posément. Plus important sur nos offres de services, oui, pour illustration de deux questions en forme de proposition. Quand il va falloir ouvrir les accueils des CAF, alors je n'aime pas trop le terme de déconfinement, mais ce sera cette période-là, on verra quelles sont les consignes de l'État. Ici, on envisage sérieusement, j'espère que la CNAF en sera d'accord, de recommencer avec uniquement de l'accueil sur rendez-vous pendant plusieurs semaines et de le planifier longtemps à l'avance, ne serait-ce que parce que je ne souhaite pas que nos 60 techniciens de service aux usagers qui sont dans la cage aux fauves à l'accueil, épaule contre épaule avec les usagers, même avec des masques, même avec des distances, ça sera ingérable. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion de tester la généralisation de l'accueil sur rendez-vous, ce qui n'est pas un gros mot, et si au bout de 2 ou 3 mois, les usagers s'y sont habitués, eh bien, voilà un beau virage qui aura été pris. C'est peut-être idiot, mais c'est au moins à réfléchir. Deuxième hypothèse, le travail social. Ça fait 10 ans, 15 ans, le N3SE sait qu'on tourne autour de la question de l'évolution du travail social auprès des familles. Je ne parle pas des collectivités en termes de développement social local, mais le développement des familles. Notre travail social a une approche individuelle qui est encore très souvent trop assistentielle, même quand elle est dans l'accompagnement des familles. C'est de l'accompagnement humain, mais on n'a pas vraiment réussi à travailler sur ce que nos amis québécois bizarrement appellent l'empowerment, qui a été traduit en Afrique noire par la capacitation. Donc, comment peut-on saisir l'occasion pour réfléchir au cours des prochains mois et peut-être arriver à prendre un virage avec nos travailleurs sociaux sur le fait que le véritable accompagnement social de nos familles, c'est y compris les plus défavorisés, les plus en difficulté, les plus désinsérés, de leur permettre de reconstruire à leur niveau quelque chose qui n'est pas fondé sur du financier. Les systèmes financiers sont déjà assez nombreux et assez riches en matière d'assistance financière, mais quelle autre pratique de travail social? Voilà, j'espère en avoir assez dit pour être à peu près clair. Alors, dans la suite des réactions sur ce service public qui doit assurer la sécurité et assurer la réactivité, Pierre Ramon-Ballier. Oui, je me mets en capacitation, donc je vais faire court. Je pense que l'enseignement principal pour moi sur le sujet de la crise et la façon dont on y fait face, c'est qu'on a donné du sens à des décennies d'évolution de nos services en ligne notamment, qui ont souvent été présentés comme un équilibre mal amené entre les objectifs d'efficience interne et de réalité d'un service public effectif avec une valeur donc ajoutée autour. En d'autres termes, on a beaucoup dématérialisé parce que ça nous faisait faire des gains de productivité et des économies en termes d'effectifs. Aujourd'hui, la dématérialisation et les services en ligne, elle donne un sens tout à fait différent à la façon dont on gère la crise. Donc ça, c'est le premier point, c'est que pour moi, la crise redonne du sens à des sujets qu'on a menés parfois par un mauvais biais.
Et c'est vraiment pas neutre en termes de communication interne avec donc les collaborateurs mais également nos organisations syndicales. Et la deuxième chose, effectivement, hein, ça repose le sujet de l'intermédiation, etc. Mais ça pose aussi le sujet de la façon dont on va revisiter la proximité et l'accompagnement de nos publics. Alors probablement autour de parcours, ça c'est sûr, ça veut dire des parcours, la capacité de dialoguer avec les partenaires et d'organiser une réponse un peu globale, etc. Ce que la crise impose là. Hein. Mais c'est sûr que ça devra perdurer et du coup réinventer un peu le sujet de la proximité avec une proximité qui n'est peut-être pas une proximité physique, territoriale, etc., mais peut-être un accompagnement, lui aussi, à distance, mais tout à fait réel et donc attentionné. Je pense que dans les années qui viennent, il faut donc reprendre la copie sur ces thèmes-là pour les réinterroger dans un sens qui est meilleur en termes de valeur ajoutée pour les publics cibles et surtout vraie motivation et sens retrouvé pour donc les personnels. Bien, est-ce que Christelle, vous voulez réagir pour la CEPAM? Ou alors il est possible que ce soit la CARSAT qui réagisse. Alors, c'est vrai que, en fait, moi, je voulais venir sur un sujet qu'on n'a pas trop abordé. Je suis désolée, mais je me disais que vu le temps, c'est peut-être l'occasion d'y venir. On fait un constat, nous, dans la branche maladie, et c'est vrai que, parce que fort, on va dire, des retours des médecins, c'est que actuellement on vit une crise sanitaire, mais il y a peut-être une deuxième crise sanitaire, alors dans des conditions moindres qui est en train d'apparaître, c'est que les patients ne viennent plus voir leur médecin. Il y a une telle peur, alors je ne sais pas, au regard peut-être des messages contradictoires qui ont été donnés à un moment sur rester chez vous, aller chez les médecins que pour on va dire, une maladie en lien, entre guillemets, avec le Covid, de par la mise en place des plans blancs au niveau des hôpitaux. Et évidemment, on a déprogrammé un certain nombre de choses, mais on arrive à une extrême où les médecins, d'une façon générale, et je vous parle là des cabinets des médecins traitants, ont une baisse de leur activité de plus de 50% d'une façon générale. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la vision Grand Ouest, mais je pense que la vision que j'ai pour les Pays de Loire, elle est aussi valable pour la Bretagne en regard de l'épidémie. Mais il y a un véritable problème. On parlait du renoncement aux soins à un moment de la FIDAS au sein de l'assurance maladie, qui est devenue maintenant la masse. Mais là, il y a, et c'est aussi un signal d'alerte, et c'est pour ça que de nombreux médias vont s'en faire l'écho, que les patients qui sont notamment des patients chroniques, il y a un risque fort de décompensation et donc de perte de chance, de le fait de ne plus suivre son médecin, puisque surtout qu'il y avait eu des tolérances par rapport au rôle du pharmacien de pouvoir délivrer des médicaments alors que l'ordonnance, on va dire, arrivait à son terme. Et c'est vrai que cette crise, elle, sans dire qu'elle même ampleur, mais pour autant, à ce jour, on est à combien? 12 000, 13 000 morts. La grippe, il y a 2 ans, c'était 13 000 morts aussi. Donc, il faut mettre les chiffres, on va dire, en proportion. Et là, c'est vrai que de fait, des patients renoncent à se soigner, ne prennent plus contact avec leur médecin traitant. Il va y avoir post-crise, même si on devra peut-être vivre avec cette épidémie tant qu'on n'aura pas trouvé, on va dire, de remèdes qui permettent d'y mettre un stop, on va dire, beaucoup plus définitif. Il faut vraiment, il faut vraiment qu'on ait un message à l'égard, on va dire, des gens qui habituellement avaient, on va dire, un lien particulier avec leur médecin traitant. Et je ne parle pas des hypocondriaques qui sont toujours pour de la bobologie dans les cabinets, ceux qui ont vraiment des réelles pathologies. Il y a vraiment un risque en termes par rapport à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. C'est un point que je voulais aborder parce qu'on ne l'a vu nulle part, si je puis me permettre, et ça interroge quand même, surtout la branche dans laquelle. Ah, vous avez disparu, mais c'est pas du côté de l'N3S là. Il y a des problèmes de liaison. Bon, peut-être va-t-on pouvoir vous retrouver comme à la radio. Je vous propose si. Ah bah oui. Bon, voilà. Voilà, un miracle. Oui, j'avais disparu. Je suis désolée, monsieur Damon, du coup, je n'ai pas entendu vos propos. Ah bah, c'était de dire qu'on vous laissait la parole. Si vous revenez, donc nous vous laissons la parole. Ah,
Non, c'était juste un point, je voulais dire, sur lequel je souhaitais intervenir, puisque comme je le disais tout à l'heure, on ne l'a pas, on a parlé des conséquences de la crise, mais il y a un aspect sanitaire qui me semblait aussi important d'être soulevé. Voilà, je vous redonne la parole, Monsieur Damon. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Gouault, du côté de la CARSAT, vous voulez réagir sur le sujet amené par Dominique Libaud ou un autre sujet? Peut-être le sujet, je vais prendre la casquette prévention des risques professionnels, et là aussi pour que les élèves de l'EN3S y réfléchissent, c'est parce que ça a été bien dit par le directeur de la CAF, on s'est tous mobilisés très très vite pour protéger nos salariés. Voilà. Et là, je dois dire que, par exemple, on a été très très fortement poussé par le directeur général de la CNAV, qui s'est posé aucune question et qui a dit tout le monde à la maison. Et donc moi, sur 910 personnes, je dois en avoir 4 simplement qui sont encore au siège pour gérer le courrier. Donc on a été un peu là des employeurs bienveillants, enfin massivement. Hein, je crois qu'il faut le dire par rapport à d'autres sphères. Mais du coup, on peut s'interroger aussi sur notre rôle donc là, je prends vraiment la casquette CARSAT, par rapport à la responsabilité de l'employeur par rapport à un risque sanitaire pour protéger ses salariés, la différence entre un risque sanitaire et un risque professionnel, parce qu'il y a des nouveaux risques professionnels là, qui sont en train de se créer, enfin la reconnaissance du risque Covid-19 pour des personnels médicaux et tout, donc il y a des réflexions de la branche ATMP sur le sujet. Voilà, donc c'est un sujet là de réflexion que je livre aux élèves, puisqu'on sera quand même demain de plus en plus confronté à ces risques, et donc c'est une nouvelle problématique à intégrer dans le pilotage de nos organismes. Parfait, merci beaucoup. Je crois que Julien Orlandini voulait dire un dernier mot. Je vous propose ensuite, Anne-Clémence, je pense que vous êtes d'accord pour que l'on suive bien ce qu'on s'était donné comme calendrier. Après le propos de Julien Orlandini, je vous propose qu'on s'applaudisse tous pour toute cette discussion et que nous prenions 10 minutes de pause. On a plein de coups de fil à passer, etc., etc. Et que nous nous retrouvions ensuite sur Zoom, car ce sera par Zoom cette fois-ci pour le deuxième groupe. Mais je laisse la parole à Julien Orlandini maintenant. Oui, donc du coup, je vais faire court, hein, j'ai bien compris. Non, c'était juste pour sur la partie intermédiation. Alors, il faut remettre la caméra, c'est ça. Hop, là, voilà. C'était pour montrer le ballon de rugby pour Pierre Ramon-Ballier parce qu'il avait l'air agacé que ce soit tout long. Donc, pour la partie intermédiation, juste un témoignage, et c'est pas le cas forcément partout dans tous les départements, hein, je dis pour les élèves, mais dire oui, moi je pense que cette période montre à quel point nos organismes de protection sociale, alors je vais parler de la CAF, mais ça s'applique à mon avis à tout le monde, sont réactifs et agiles. Voilà, pas qu'en tant qu'opérateur, mais évidemment en tant qu'opérateur, ce que n'arrive pas forcément à faire l'État ou les conseils départementaux, hein, très clairement. Moi, je vois, hein, et j'ai d'un côté un conseil départemental en grande difficulté parce qu'il est accaparé aussi dans l'urgence et notamment dans les questions d'aide sociale à l'enfance, hein, enfin beaucoup, les informations préoccupantes, et de l'autre un État. C'est pas le cas partout, mais qui, en tout cas dans le Var, est en très grande difficulté dans son rôle, dans l'ingénierie, voilà, dans la maîtrise de cette situation, en tout cas dans la capacité justement à porter un service. En fait, c'est plutôt ça la question. Et du coup, il y a une vraie place en fait qui est confortée. C'est ça, je pense moi, qu'il faut essayer de retenir et de préserver pour l'avenir. Ça montre aussi les complémentarités quand je dis que le conseil départemental est très en difficulté parce que il n'a plus d'équipe sur le terrain, parce que même il n'a plus de régie, il n'a plus de trésorerie, enfin il ne peut plus effectivement verser des aides d'urgence, hein, ça va jusque-là. On a aussi une complémentarité, il est accaparé par les urgences, là où justement on a un segment évidemment du coup et un rôle à prendre en complémentarité avec lui. Pour donner un exemple concret, du coup, on va, nous, côté CAF, on a mis en place une aide d'urgence en fait, hein, alimentaire, c'est-à-dire qu'on va faire avec le conseil départemental, c'est-à-dire qu'il va abonder en fait nos aides financières individuelles pour qu'on puisse verser aux bénéficiaires du RSA avec enfants à charge, hein, 0-16 ans, voilà, une aide alimentaire de 1 €, 1,50 € par jour sur toute la période de confinement. Et nous-mêmes, CAF, on va le faire d'ailleurs. Alors, ça ne fait pas trop plaisir à la Caisse nationale, hein, mais on le fait de manière proactive, sans démarche des allocataires, ce qui est aussi une bonne façon de garantir aussi l'équité. Deuxième réaction,
je dirais que dans l'intermédiation, moi je vois un effet plateforme, c'est-à-dire que je pense que nos organismes, on peut se représenter comme une plateforme. Voilà, je reprends l'exemple enfance parentalité, monenfant.fr en fait. Les outils collaboratifs nous permettent de faire le rapport entre l'offre et la demande, simplement par la dématérialisation, comme le disait Pierre, et donc ensuite par de la proactivité vers les acteurs pertinents pour faire garder les enfants, pour proposer des services aux parents qui sont friands d'ailleurs de services en ligne, on le voit maintenant. Ça réinterroge toutes nos modalités d'intervention, les cafés des parents, je suis désolé de le dire comme ça, un peu à la papa, voilà, on est content, on fait des cafés, en fait il y a très peu de personne ne connaît ces services, et aujourd'hui quand on fait mon accueil de loisirs à la maison, ça marche beaucoup mieux. Quand on fait des offres, là on est en train de le tester, sur les accouchements aussi, du coup sur la préparation des accouchements, parce que c'est des moments aussi compliqués pour les mères aujourd'hui et les pères qui ont très peu de place dans ces périodes-là avec cause du confinement. Ça marche du tonnerre là. On est sur un rapport de quasiment, on a 180 personnes ce matin sur 1000 personnes qu'on a invitées pour un webinaire sur ces sujets-là. Voilà, c'est donner des exemples très concrets. Et donc dernier point, je pense que ce qu'il faut garder, c'est aussi cette approche comment dire, de coordination de la protection sociale. Ça, typiquement, il ne faut pas le perdre là où on arrive à le créer, là où on arrive moins à le faire de manière réactive. C'est indispensable. C'est ce qu'attendent de nous aussi, finalement, l'ensemble de nos partenaires et de nos publics. Et donc ça, je pense que c'est aussi un vrai enjeu de ne pas raisonner, on le dit depuis longtemps, mais est-ce que cette crise-là va nous permettre peut-être cette fois enfin d'aller un peu plus loin sur cette coordination en protection sociale, en fait. Voilà, au-delà de l'aspect organique ou même des réformes des prestations, il faut qu'on soit beaucoup plus agile, comme on arrive à le faire maintenant sur voilà, nos circuits, notre faire ensemble et les parcours qu'on se répartisse un peu en fait, pour accompagner autrement. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup à tous. Petit mot de transition, nous avons passé une bonne heure et demie sur la question de la gestion de la production du service de la sécurité sociale, et nous nous revoyons dans un quart d'heure précisément avec un autre logiciel, plutôt sur les produits de la protection sociale. On était sur notre monde, la sécurité sociale, on l'étend à nos amis de Pôle emploi ou des collectivités territoriales tout à l'heure sur la protection sociale, avec le recensement des mesures qui ont été prises, chaque jour change, et une première mesure de leurs impacts financiers. Donc, je vous propose que nous nous applaudissions tous au moment où nous coupons nos micros et notre ordinateur pour passer sur Zoom. Merci, moi je coupe.